Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis, bonsoir Bayram Bachi, bonsoir Tonike Gordazé. Deux Bonsoir. amis déjà, mais je vais vous présenter à notre public Bayram et Tonike. Bayram Bachi est le directeur de l'Institut français d'études anatoliennes IFEA à Istanbul, chercheur aux séries Sciences Po. Il est diplômé en sciences politiques et civilisation arabo-islamique des instituts d'études politiques Grenoble, Aix-en-Provence, là où on s'est croisés il y a peu d'années. On a été ensemble à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il travaille sur les transformations politiques et religieuses dans l'espace turc, c'est-à-dire Turquie, Caucase et Asie centrale. Tornike Gordadze, j'espère que je prononce bien le nom, surtout, Oui, à peu près, et, ça va. est spécialiste en sociologie politique de la région du Caucase et enseignant-chercheur à Sciences Po, Paris. En septembre 2006, il rejoint l'IFEA, où il dirige la filiale du Caucase située à Bakou. De juin 2010 à octobre 2012, il était ministre d'État pour l'intégration européenne euro-atlantique de la République de Géorgie, après avoir été vice-ministre des Affaires étrangères. Après ses postes gouvernementaux, il a travaillé pendant 5 ans pour l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris. Bonsoir mes deux amis, bonsoir notre cher public. Ce soir, on va traiter un sujet délicat, un sujet très sensible, et on va presque marcher sur les œufs, mais bon, il faut faire cet exercice. On va parler du conflit qui vient de s'arrêter militairement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a eu lieu dans la région de Nagorno-Karabakh. Bien entendu, mes deux amis vont nous évoquer un petit peu les aspects régionaux et l'impact des pays extérieurs dans ce conflit. Comme Tornike, tu es d'un pays voisin et tu as vécu aussi l'ingérence, notamment de la Russie, dans les affaires internes de cette région. Je ne veux pas spéculer, mais je pense que l'abandon de l'Arménie par Moscou était basé essentiellement sur le choix libre du peuple arménien d'élire un Premier ministre qui ne plaisait pas trop à Moscou. Bon, c'est un aspect des choses, mais peut-être aussi vous allez tous les deux, d'abord on va commencer avec Tornike, expliquer un petit peu comment les pays limitrophes ou les pays aussi qui ont de l'influence, et en Europe, on sait très bien que la France prétend avoir de l'influence dans la région et jouer un rôle important, ont fait entre le premier conflit dans les années 90 et le deuxième conflit qui a abouti à une presque défaite de l'Arménie, même si c'était un cessez-le-feu signé sous l'égide de la Russie. Et certains disent aussi de la Turquie, mais les Russes refusent de reconnaître le rôle turc. Les Turcs insistent sur leur rôle. Et c'est là où Bayram interviendra peut-être pour nous éclairer sur cet aspect des choses. À toi la parole, cher Tornike. Merci Salam, merci de m'avoir invité à cette réunion. Je vais répondre à ta question donc par rapport aux influences des acteurs régionaux et notamment de la Russie, puisque ta première question concernait la Russie. Je parlerai aussi de l'influence ou de l'absence d'influence des Occidentaux, des Européens notamment, mais aussi du recul des États-Unis. Bon, la Russie, tu as dit, c'est un acteur qui est présent dans la région depuis plus de 2 siècles maintenant. Elle est intervenue en Géorgie de façon directe. Il y a eu une guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Et ce qui est intéressant, c'est que cette guerre a eu lieu dans les provinces géorgiennes où la Russie s'est vue confier le rôle de peacekeeper, c'est-à-dire de faiseur de paix dans les années 90. Donc ça nous renvoie un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui au Karabakh, c'est-à-dire
les troupes de paix russes étaient déjà présentes en Géorgie depuis 92-93, donc dans ces deux provinces qui sont l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Ces troupes, ces troupes qui étaient censées construire la paix sont devenues les parties du conflit et finalement la Russie est devenue, enfin elle a toujours été, mais est devenue explicitement l'une des belligérants, l'un des belligérants dans le conflit, et on a eu une guerre entre les deux États, la Géorgie et la Russie, alors qu'au départ, la Russie était censée garantir la paix entre les sécessionnistes abkhazes et ossètes d'un côté et le gouvernement central géorgien. Donc aujourd'hui, cette apparition de la Russie dans la région, réapparition sous sa forme sous la forme d'envoi des troupes d'interposition dans le Haut-Karabakh, moi, m'inspire pas beaucoup faute de mon expérience, ça m'inspire pas, ça me donne pas beaucoup d'espoir pour la résolution du conflit. Je pense que les troupes russes vont y rester aussi longtemps que possible et je rajouterai même qu'ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de solution définitive et durable à ce conflit, parce que justement l'absence de la solution joue en faveur de la Russie, et c'est à cause de ça, ou grâce à cette absence de solution, que la Russie se maintient dans la région comme elle l'a toujours fait. Donc pour revenir maintenant à cette lecture que tu viens d'évoquer, Salam, que la Russie n'est pas intervenue pour défendre l'Arménie parce que le Premier ministre actuel de l'Arménie n'était pas au goût de la Russie, qui est arrivé au pouvoir, je rappelle pour les auditeurs, suite à une révolution populaire il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, en avril-mai 2018, et qui, puisque avant, comme un ancien député, ancien journaliste, homme public, était plutôt réputé d'être pro-occidental dans sa conception des choses. Donc la Russie aujourd'hui essaye c'est bien les Russes qui aussi font la promotion de cette lecture pour dire, voilà, l'Arménie a perdu parce qu'ils ont voulu jouer à la démocratie et ils ont voulu jouer au rapprochement avec l'Occident. Moi, je pense que c'est une lecture qui est seulement en partie vraie. C'est la lecture qui arrange finalement les Russes pour expliquer leur passivité et aussi pour envoyer le message à tous les dirigeants ou à toutes les forces politiques démocratiques que si dans la région, s'ils continuent à jouer à ce jeu de démocratie, etc., ou de libéralisme, ils vont être punis. Ils vont perdre des territoires. Regardez, en 2008, la Géorgie a perdu l'Abkhazie et l'Ossétie. Maintenant, l'Arménie a perdu le contrôle de facto du Karabakh et aussi des territoires adjacents. Donc, la Russie punit toujours ces initiatives démocratiques et populaires, et c'est un message à tout le monde dans la région. En réalité, et aussi ça arrange l'opposition arménienne qui est représentée aujourd'hui par une multitude des acteurs, mais les plus forts, enfin les plus importants d'entre eux, ce sont des forces politiques pro-russes, notamment le parti républicain des 2 anciens présidents arméniens, donc de Serge Sarkissian et surtout de Robert Kocharyan. C'est les 2 anciens présidents qui sont tous les 2 originaires du Karabakh et qui avaient mené une politique assez pro-russe, plus le parti de l'Arménie prospère, qui est un parti d'un oligarque arménien, Gagit Tsaroukian, qui également est assez proche de la Russie, et d'autres petits partis comme le parti d'Achnak, etc., qui critiquent l'actuel gouvernement en lui reprochant notamment ces jeux pro-occidentaux, etc. Et aussi en l'accusant d'incompétence, etc. Mais en réalité, moi, je pense que ce narratif est commode pour ces acteurs que je viens de citer, mais en réalité, la Russie n'est pas intervenue parce que
Tout simplement, ils ont fait un calcul, ils ont vu que l'Azerbaïdjan, l'équilibre des forces depuis des années, depuis au moins des années, au milieu des années 2000, a changé en faveur de l'Azerbaïdjan. Je rappelle que démographiquement, par exemple, l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui a à peu près 10 millions d'habitants. L'Arménie a seulement moins de 3 millions. Il n'y a pas de chiffre exact, mais bon, les différentes estimations disent qu'entre 2,5 millions et 3 millions d'habitants. L'Azerbaïdjan a un produit intérieur brut qui est à peu près 10 fois supérieur au produit intérieur brut de l'Arménie, et sans parler du budget militaire qui est 5 à 6 fois supérieur dans le cas de l'Azerbaïdjan. Donc la Russie a observé ce changement dans le rapport des forces. La Russie a également pris note que l'Azerbaïdjan de plus en plus faisait de moins en moins confiance à ce processus de négociation qui s'était étalé sur 30 ans. Donc, ce processus de négociation qui était mené dans le cadre de l'OSCE avec les coprésidents du groupe de Minsk, que sont les États-Unis, la France et la Russie. Et ces négociations n'avançaient pas. Et la Russie a pris acte donc, de la volonté de l'Azerbaïdjan de reprendre les territoires perdus dans les années 90, a pris acte aussi du fait que l'Azerbaïdjan a un allié relativement puissant et très puissant même, qui est la Turquie. Cet allié a toujours été là, mais depuis quelques années, cette alliance n'est plus seulement politique et symbolique, mais aussi militaire. Et troisième facteur qui a fait que la Russie n'est pas intervenue directement contre l'Azerbaïdjan, c'est que l'Azerbaïdjan, pendant des années et des années, a aussi ménagé la Russie. Par exemple, contrairement à la Géorgie contrairement à la Géorgie, l'Azerbaïdjan n'a jamais voulu se rapprocher de l'Union européenne, se rapprocher un peu trop de l'Union européenne. Elle a toujours affirmé que l'adhésion à l'Union européenne n'était pas l'objectif de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan n'a même pas signé l'accord d'association avec l'Union européenne ou l'accord de libre-échange approfondi. L'Azerbaïdjan a des relations avec l'Union européenne qui est principalement fondée sur l'exportation des hydrocarbures, et le reste, apparemment, est assez peu d'importance pour l'Azerbaïdjan. La même chose pour l'OTAN. L'Azerbaïdjan, dans les années 2000, il y a eu quelques déclarations dans le sens du rapprochement entre l'Azerbaïdjan et l'OTAN, et voire même à une volonté de l'adhésion à l'OTAN, mais depuis, l'Azerbaïdjan ne considère plus l'adhésion à l'OTAN comme l'objectif de sa politique étrangère. Donc, du coup, la Russie n'avait même pas de prétexte pour intervenir contre l'Azerbaïdjan. Les régimes politiques en Russie et en Azerbaïdjan sont assez semblables finalement, et on ne pouvait pas reprocher au pouvoir politique azerbaïdjanais d'imiter les régimes politiques occidentaux ou de représenter un danger pour la Russie. Ceci dit, il n'y a pas un alignement entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Il y a des sujets sur lesquels les intérêts sont relativement divergents, notamment l'Azerbaïdjan n'a jamais voulu que son gaz et son pétrole soient exportés vers la Russie, vers l'Europe à travers la Russie, et ça a été la pomme de discorde dans les années 90. La Russie a essayé pendant très longtemps d'empêcher la construction des pipelines du pétrole et du gaz qui partent aujourd'hui de l'Azerbaïdjan, traversent la Géorgie, rejoignent la Turquie jusqu'à la Méditerranée. Mais donc, malgré ces divergences et malgré l'alliance historique entre l'Arménie et la Russie, l'Azerbaïdjan a ménagé la Russie et ne lui a pas donné le prétexte d'intervenir. L'Azerbaïdjan a même acheté en grande quantité les armes russes, surtout à partir de 2012. Et aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais d'après les différentes études, on parle beaucoup des drones produits en Turquie et en Israël, mais une bonne partie, plus de la moitié peut-être même du matériel militaire à la disposition de l'armée azerbaïdjanaise est acheté à la Russie. Donc, la Russie est intervenue seulement au moment à tracer les lignes rouges, en quelque sorte, pour empêcher notamment à ce que l'Azerbaïdjan prenne la totalité du Haut-Karabakh, parce que la Russie voulait garder aussi
un pied dans la région. La Russie a aussi empêché, au mois d'octobre, il y a eu une offensive de l'armée azerbaïdjanaise vers la Latchine. Donc ce corridor, ce petit corridor qui lie l'Arménie à la région du Haut-Karabakh. Et la Russie a prévenu l'Azerbaïdjan que c'était un no-go zone, c'est-à-dire les Russes ont tout de suite déployé leurs forces sur le territoire de l'Arménie à quelques kilomètres seulement du couloir de Latchine. C'était un message donné aux Azerbaïdjanais. Donc, du coup, l'offensive azerbaïdjanaise a changé de direction et donc ils sont allés vers Choucha par une autre route. Et aussi, après la prise de Choucha, les Russes ont dit à l'Azerbaïdjan que maintenant, c'était à peu près le maximum que l'Azerbaïdjan pouvait obtenir. Et donc, ils ont mis les belligérants autour de la table virtuelle, certes, parce qu'il n'y a pas eu de rencontre, et signé cet armistice, qui est évidemment favorable à l'Azerbaïdjan, défavorable à l'Arménie, mais la Russie veut apparaître aussi comme une puissance qui a sauvé l'Arménie de la défaite totale, notamment les 3/4 ou 2/3 du territoire du Haut-Karabakh restent aux mains des Arméniens, même si l'armée de la République d'Arménie doit se retirer de cette région, l'Azerbaïdjan, donc les forces armées de l'Azerbaïdjan, n'ont pas le droit de pénétrer plus haut que la ville de Choucha notamment. Donc, en gros, ils contrôlent un tiers, peut-être le quart sud du Karabakh et quelques petits morceaux dans le nord et dans l'est de la région. Donc, la Russie maintenant veut passer le message aussi à l'Arménie en disant qu'elle a sauvé les Arméniens de la déroute totale, mais la réputation de la Russie en tant qu'allié indéfectible s'est un petit peu écornée en Arménie parce que les Arméniens s'attendaient évidemment à plus de soutien et ils étaient quand même extrêmement déçus de cette passivité russe, même si l'opposition actuelle en Arménie dit que c'est la faute de Pachinian. Il y a quand même une grosse interrogation sur la fiabilité de la Russie comme partenaire. Et ces interrogations avaient commencé bien avant, étaient déjà là en 2015-2016. On se souvient des grosses manifestations en Arménie à plusieurs occasions qui étaient d'abord contre le gouvernement en place, mais comme une espèce en filigrane, il y a toujours eu la critique de la Russie qui soutenait ce régime, ce qui était considéré comme étant un peu les marionnettes de la Russie. Il critiquait également la Russie à cause de sa politique trop dirigiste et trop dirigiste vis-à-vis de l'Arménie. La Russie considérait l'Arménie un peu comme son junior partner, voire comme une espèce de semi-colonie, parce que la Russie a tout obtenu, je veux dire, de la part de l'Arménie, le contrôle une présence militaire, une très forte influence économique, parce que dans les années 90, la Russie a racheté souvent pour $1 symbolique la majorité des entreprises stratégiques arméniennes, notamment en matière des transports ou de l'énergie. Et tout ça, c'était en échange, en quelque sorte, de la protection de l'Arménie et du statu quo qui était favorable à l'Arménie dans les années 90. Bon, on a vu que le statu quo a changé aujourd'hui et le nouveau statu quo est également garanti par la Russie. Alors, en 2 mots peut-être avant de parler, je pense que Bayram va plus parler de la Turquie, mais je vais quand même évoquer le fait que pourquoi l'Azerbaïdjan a accepté cet accord finalement, alors qu'ils étaient en train de gagner militairement. Je pense que pour plusieurs raisons. Premièrement, même si sur le plan militaire, il y avait un avantage certain pour l'Azerbaïdjan, la prise des régions du Haut-Karabakh où il restait encore une forte population arménienne aurait été une catastrophe sur le plan de l'image de l'Azerbaïdjan parce que ça aurait été suivi d'un nettoyage ethnique et des massacres, etc. Et donc, ça aurait été très difficile à supporter en tant que, voilà, pour l'image du pays au niveau international, premièrement. Deuxièmement, aussi, bon, j'ai évoqué la pression de la Russie. À un moment donné, la Russie a dit que c'était le maximum que l'Azerbaïdjan pouvait espérer. Mais aussi, l'Azerbaïdjan a accepté parce que
ils pensent que la présence russe n'est pas ne met pas en danger sa souveraineté parce qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est un pays qui a plus confiance en lui-même que dans les années 90, mais aussi là, la Turquie à côté comme un allié fort et indéfectible. Les Turcs vont être présents de façon moins importante, évidemment, dans la région, sur le plan militaire. Ils n'auront pas le droit de patrouiller sur le territoire du Karabakh encore aux mains des Arméniens. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, mais ils vont être présents dans ce centre de commandement des forces de paix, avec plusieurs officiers turcs vont être présents, et ils vont être aussi présents ensuite, ça dépendra des accords bilatéraux qu'il va y avoir entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, ils vont être présents ailleurs sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est un accord bilatéral et non pas, et ça ne figure pas dans l'accord de 9 novembre 2020. Les Russes, je pense que, comme je disais au tout début, les Russes vont essayer d'interpréter comme ils souhaitent cet accord. On a vu que bon, le nombre de militaires était limité, c'est à peu près 2000 personnes, 1970. Mais on voit déjà la Russie envoyer des armements qui ne sont pas tout à fait caractéristiques des opérations de paix. On voit notamment les installations telles que les grades, qui sont les armes. Donc les grades, c'est les systèmes d'artillerie offensifs qui sont déployés par la Russie dans la région. Alors, ce n'est pas normalement les armes qui doivent être utilisées par les forces de paix. Et aussi, je pense que s'il y a des complications entre la Russie et l'Azerbaïdjan et la Russie et la Turquie à moyen terme, la Russie pourra tout à fait utiliser les tactiques qu'elle utilise ailleurs, notamment les tactiques hybrides, en déployant des forces qui ne sont pas directement affiliées ou qui n'apparaissent pas comme étant directement les forces russes, mais agir de façon beaucoup plus habile et beaucoup moins restrictive que les forces officielles de l'armée russe. Donc, moi, je pense que dans les années à venir, il n'y aura pas un accord pour la résolution durable du conflit. La Russie va essayer de conserver l'influence sur les deux acteurs et en cas de difficulté, elle fera tout pour utiliser d'autres types d'autres tactiques que l'action, je veux dire, conventionnelle des caractéristiques des forces de paix. Très bien, merci beaucoup, Torniquet. Je vais revenir Je vers pense toi. qu'il y aura beaucoup de questions, je m'arrêterai là. Voilà. Et maintenant, Bayram. Bon, bien, cher Salam, merci beaucoup pour cette invitation qui fait très plaisir. Je crois que c'est la deuxième fois que j'interviens au Carep et c'est toujours un grand honneur pour nous d'être avec vous. Virtuellement, mais physiquement, tu es intervenu à plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Et j'espère qu'il y en aura d'autres après le Covid. J'espère avec des petits fours de Alep, j'espère. Voilà. Merci. En ce qui me concerne, donc après cette bonne présentation faite par notre ami Torniquet Gordadze, moi, j'ai essayé d'être plus fidèle à la ligne de Carep, c'est-à-dire essayer de détourner un peu, de sortir un peu du Caucase pour m'intéresser un peu aux impacts, aux enjeux régionaux, parce qu'il y a aussi des impacts sur la Turquie, sur l'Iran, on l'oublie, un peu Israël, parce qu'on a parlé tout à l'heure de soutien d'Israël à la partie azerbaïdjanaise. Mais je commencerai un peu par la Turquie, donc l'implication de la Turquie dans ce conflit. Donc la Turquie qui est aussi un acteur, non pas aussi majeur que la Russie, mais un acteur important. J'aimerais dire quelques mots sur les motivations de la Turquie qui a été très active, très poussive en quelque sorte. Elle a beaucoup poussé pour que l'Azerbaïdjan retrouve ses territoires, il parte en guerre. Et les motivations sont de différentes natures. D'abord idéologique, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, la configuration que nous avons au pouvoir en Turquie fait qu'on a un pouvoir qui est plutôt assez nationaliste, assez turquiste, si j'ai envie de dire, parce que c'est un gouvernement de coalition. Dans cette coalition, d'abord, il y a le parti de MHP, donc parti nationaliste, un parti assez nationaliste qui a toujours été très en faveur du rapprochement avec le monde turcique. Mais aussi le fait, c'est qu'en fait, même le AKP, qui est en principe un parti qui était au départ, il y a 18 ans, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est un parti beaucoup plus libéral, pro-européen, pays d'ouverture. Ensuite, à partir de 2013, avec la détérioration du contexte régional, les printemps arabes, le raidissement du pouvoir à l'intérieur du pays,
il est devenu beaucoup plus nationaliste. Et de ce fait, on a vu, alors que traditionnellement la Turquie soutient d'une manière beaucoup plus diplomatique et symbolique l'Azerbaïdjan, là, on l'a vu s'impliquer davantage au niveau, y compris militaire, c'est-à-dire avec un encadrement de l'armée azerbaïdjanaise, des conseils militaires et des drones. Donc, si vous voulez, c'était aussi une participation qui était déterminante, décisive dans les résultats du conflit après cette deuxième guerre du Karabakh. Alors, l'autre facteur qui explique un peu ce que j'appellerais la vraie implication massive de la Turquie dans ce conflit, c'est le fait que la Turquie, en ce moment, elle est dans une configuration sur la scène internationale où elle est en tension, en conflit avec ses alliés traditionnels, donc l'Occident, les États-Unis et l'Europe, et elle est dans une logique de rapprochement avec les pays plus autoritaires, si je puis dire. Il y a un courant eurasiatique qui est important, et de ce fait, autrefois la Turquie, quand elle avait une lueur, un espoir européen, elle pouvait faire attention à son image en Europe, en Occident. Donc, de ce fait, il y avait une espèce d'autocontrôle. Mais là, les relations sont tellement mauvaises avec l'Occident, donc quelque part, elles se sont pas du tout retenues. Donc, elle pousse un peu l'Azerbaïdjan, c'est ce qu'elle a fait, pour aller directement, entrer directement dans le conflit. En fait, il y a un autre facteur qui a été très déterminant pour la Turquie, c'est qu'on a tendance à expliquer la politique turque par un certain expansionnisme, néo-ottomanisme ou pan-turquisme. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut arrêter un peu d'expliquer par l'idéologie qui existe, mais qui n'est pas la plus importante, c'est que c'est le facteur économique. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, la Turquie est un pays qui consomme énormément d'énergie, qui importe à peu près 90 à 95% de ses énergies. Or là, les pétroles de la Caspienne, donc le facteur azerbaïdjanais, ils s'importent beaucoup de l'Azerbaïdjan. Donc, de ce fait, pour la Turquie, c'était important de montrer de façon très claire et nette sa motivation, enfin, sa solidarité, y compris militaire, avec l'Azerbaïdjan. Alors, on reviendra tout à l'heure un peu sur les conflits, les gains et les pertes des uns et des autres. Et pour la Turquie, il y a un gain considérable qui est aussi le corridor de Narchuan, donc on en parlera tout à l'heure. Et là, ça montre aussi comment il y avait un calcul géostratégique pour la Turquie dans cette participation au conflit. Alors, l'autre acteur, pas majeur, mais important dans la région, c'est l'Iran. On n'a pas beaucoup entendu parler de l'Iran, mais l'Iran, vous le savez, donc c'est un allié. Ben, l'Iran et l'Azerbaïdjan, historiquement, c'était à peu près le même pays. Pendant l'empire des Safavides et des Qajars, l'Iran et l'Azerbaïdjan, c'était la même chose. Et de ce fait, il y a une forte proximité, en principe, je dis bien en principe, ethnique, historique, confessionnelle entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Mais traditionnellement, pour des raisons de réelle politique, l'Iran avait toujours soutenu plutôt l'Arménie, économiquement, à tous les niveaux et diplomatiquement. Or là, et c'est là, je crois que c'est un facteur que la partie arménienne n'a pas vu venir. Je crois qu'il y a une très mauvaise interprétation du contexte régional par la partie arménienne, ce qui explique aussi la défaite. C'est qu'en fait, l'Iran a beaucoup changé dans le sens d'un plus grand rapprochement avec l'Azerbaïdjan plutôt qu'avec l'Arménie, pour plein de raisons, parce que la société iranienne, où il y a quand même le facteur azéri, c'est-à-dire qu'en Iran, il y a à peu près 20 millions d'Azerbaïdjanais qui sont ethniquement, linguistiquement les mêmes en fait, que ceux qui sont à Bakou. Et de ce fait, l'évolution de ce facteur a fait que les autorités d'Iran ont été beaucoup plus prudentes pour ne pas soutenir l'Arménie parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des troubles à l'intérieur du pays. Et on a vu à quel point il y avait aussi des manifestations azéries en faveur de l'Azerbaïdjan, à Tabriz et à Ardabil, je crois. Ensuite, par rapport à l'autre facteur par rapport à l'Iran, c'est qu'en fait, l'Iran, ils ont tellement aussi de soucis à l'intérieur, au niveau, il y a pas mal de troubles, et aussi l'image et le combat qu'il y a, en fait, le bras de fer qu'il y a entre l'Iran et l'Occident, je pense que pour eux, ce n'était pas le moment de s'engager. Et par ailleurs, ils ont bien vu, en fait, que c'était aussi le facteur du droit international que tôt ou tard, ils devaient en tenir compte. Et de ce fait, on a vu un Iran qui a été, je dirais, presque ouvertement pro-azerbaïdjanais, alors que traditionnellement, ils sont plutôt pro-arméniens. Alors, les conséquences pour l'Iran sont assez importantes dans le sens où on a le sentiment en fait que l'Iran perd en importance géostratégique, parce que là, le fait qu'il y a, si ça se confirme, parce que ce n'est pas encore acquis, s'il y a un corridor entre le Nakhchivan et l'Azerbaïdjan, donc il y aura un lien entre la Turquie, ce qui fait qu'il y aura un contournement possible de l'Iran pour les transports de marchandises. Donc, de ce fait, pour l'Iran, il y a une perte. De ce fait, pour l'Iran, il y aura aussi, je pense, une espèce de recalcul de sa politique avec l'Arménie, avec l'Azerbaïdjan. Et on a vu aussi que finalement, pour l'Azerbaïdjan et l'Iran, la perspective d'évolution de leurs relations seront plutôt
positive dans le sens où, au niveau économique, pétrolier, ils ont aussi beaucoup d'intérêts communs à coopérer. Et je pense que ça va se développer dans les années à venir. Un autre acteur qui est important, c'est Israël. C'est Israël, parce qu'en fait, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, et on a vu pendant toutes les images qu'il y avait pendant la guerre du Karabakh, la dernière, il y avait l'utilisation assez importante de drones de fabrication israélienne par l'armée azerbaïdjanaise. Donc là, il faudrait faire quelques rappels sur les relations entre l'Azerbaïdjan et Israël. En fait, les relations ont toujours été bonnes pour plusieurs raisons. D'abord, une notion qu'on oublie, c'est qu'en fait, le facteur palestinien, qui est fondamentalement présent au Moyen-Orient et même dans les opinions publiques européennes, occidentales, le facteur palestinien n'est jamais très important dans l'ex-URSS. C'est-à-dire que ce n'est pas un thème mobilisateur, même s'ils sont musulmans, ça n'a jamais été très mobilisateur. Et de ce fait, en fait, il n'y a pas eu, au sein de la société ou de l'État azerbaïdjanais, une très forte sensibilité, mobilisation pour la palestinienne qui puisse fâcher Israël. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'en fait, vous avez une minorité juive en Azerbaïdjan qui a toujours été bien intégrée, bien assimilée et bien acceptée et qui a eu un rôle positif dans le développement des relations entre les deux pays. Et enfin, vous avez aussi 70 000 juifs originaires d'Azerbaïdjan qui sont d'Israël et qui ont aussi joué en faveur du rapprochement entre les deux pays. Et enfin, il y a l'autre facteur qui réunit les deux, c'est qu'en fait, les relations sont compliquées entre l'Iran et l'Azerbaïdjan pour des raisons identitaires, irrédentistes, même si, a priori, ils devraient s'entendre, mais paradoxalement, le fait qu'ils soient trop proches, parfois, ça suscite des sentiments, une crainte irrédentiste en Iran, et de ce fait, les relations ont toujours été un tout petit peu tendues entre les deux pays, ce qui intéresse Israël, qui a toujours misé sur des bonnes relations avec l'Azerbaïdjan, comme moyen de se rapprocher, d'entourer, de contourner, enfin de entourer en quelque sorte l'Iran. Et il y a eu des rumeurs il y a quelques années qui disaient en fait qu'il y avait, les Israéliens avaient créé des bases militaires pour surveiller, observer et éventuellement pour bombarder en cas de besoin l'Iran à partir de l'Azerbaïdjan. Je pense qu'elles n'étaient pas fondées, mais il y a quand même une très forte coopération militaire entre les deux pays. Et d'ailleurs, les relations sont bonnes depuis le début. Alors qu'au paradoxe, on contraste, si on dit quelques mots sur les relations entre l'Arménie et Israël, les relations sont très mauvaises pour plusieurs raisons. C'est que, en fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ne serait-ce que sur un thème fondamentalement important pour la partie arménienne, sur la notion de génocide. Le génocide n'a jamais été reconnu par Israël, et pour plusieurs raisons, je n'en sais rien, mais a priori, je pense que pour Israël, c'est aussi un moyen d'insister sur la singularité de la Shoah, donc le fait de ne pas reconnaître le génocide, ça c'est la première. Le deuxième, c'est qu'en fait, même pour des raisons géopolitiques, il y a aussi une volonté de la part d'Israël, même si elle a des relations compliquées avec la Turquie, de maintenir quand même un minimum de liens, parce qu'économiquement, il y a encore des relations qui sont bonnes, et de ce fait, il n'y a pas cette question du génocide qui complique compliquerait les relations entre les deux pays. Et de ce fait, il me semble, je n'ai pas vérifié la date, je n'ai pas eu le temps, mais je crois que l'ouverture d'une vraie ambassade digne de ce nom arménienne en Israël, je crois que c'était en 2019. Auparavant, il y avait quelques échanges, mais ce n'était pas une vraie ambassade. Or, pendant la guerre du Karabakh, l'ambassade a été plus ou moins fermée. Alors, ensuite, pour finir, je vais faire quelques conclusion, en fait, par rapport à tout cela, c'est qu'en fait, dans les années à venir, après, donc là, pour l'instant, le statut du Karabakh, ce n'est pas encore clairement défini, mais on peut tirer plusieurs conclusions. D'abord, alors, là, je ne veux pas non plus trop empiéter par rapport à ce qui a été dit avec Torniquet, c'est que je pense qu'il y a quand même, la Russie, elle affirme sa prééminence dans le Caucase, et il y a quand même un certain accroissement de son influence, parce qu'il n'y avait pas de soldats russes en Azerbaïdjan. Or là, il y en aura. Donc, ce qui est quand même une forme d'inquiétude pour l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas dit publiquement, mais il y a quand même certaines franges de la société azerbaïdjanaise qui s'inquiètent du fait qu'il y aura une espèce d'intrusion russe en Azerbaïdjan. Donc, ça, c'est quelque chose qui inquiète. Pour la Turquie, il y a même si elle n'a pas un poids aussi important, aussi crucial que la Russie, il y a quand même une incursion. Et je pense que moi, pour quelqu'un comme moi qui a travaillé pendant longtemps sur l'Asie centrale et sur le Caucase,
en fait, on a le sentiment que c'est la première fois qu'une puissance étrangère à la région a aussi une incursion, une présence militaire. Et en Asie centrale, c'est la Chine qui économiquement domine et a complètement pulvérisé la présence russe ou presque. Or, dans le Caucase, il me semble qu'au niveau, d'habitude, les Russes ils font très attention à tout ce qui est sécurité et énergie. Or là, on a le sentiment en fait que les Russes ont donné un sacré cadeau en quelque sorte à la Turquie. Et ça nous amène à poser des questions, et pour nous rapprocher aussi du Moyen-Orient, c'est pour ça que, parce que je sais que Salah m'a posé la question, et j'imagine en fait que dans le jeu d'intérêt, dans le calcul entre la Turquie et la Russie, il y a aussi le facteur libyen et syrien. Parce qu'en Syrie et en Libye, les deux pays sont très importants, sont très impliqués, même s'ils ils sont présents d'une manière oppositionnelle et divergente, ils arrivent quand même à se mettre d'accord, ce qui parfois n'est pas compris en Occident, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi la Turquie et la Russie sont divisés, mais en même temps, ils arrivent à se mettre d'accord, et ça, je trouve que ça, je trouve ça assez inquiétant qu'en Occident, ils n'aient pas encore compris pourquoi ils arrivent à travailler ensemble malgré leurs divergences. Et en fait, je me demande si la Russie n'a pas laissé quelques avantages à la Turquie dans le Caucase pour pouvoir mieux trouver ses comptes dans trois questions, en Syrie, en Libye et aussi en Occident. Je dis bien en Occident parce que pour la Russie, la stratégie de Poutine depuis que les relations sont mauvaises entre la Turquie et l'Occident, c'est justement de profiter de ce fait et d'attirer la Russie, pardon, la Turquie, davantage en fait, à l'est, donc de logique eurasienne, et de profiter de ce fait pour compliquer davantage les relations entre la Turquie et l'Occident, donc quelque part pour, je dirais même, affaiblir l'OTAN en quelque sorte. Et à mon avis, dans les années à venir, ce processus va se développer. En Occident, on imagine que c'est lié à la politique de Erdogan, à la personnalité. Je crois que non, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est un processus qui, à mon avis, va se poursuivre dans les années à venir, dans les mois à venir, parce que à partir du moment où l'Europe n'a plus de perspective d'adhésion à offrir à la Turquie, mais qu'en plus, en même temps, elle veut la contrôler et lui imposer un certain nombre de directives, je pense qu'il y a un moment où ça ne marche pas. Et dans les années à venir, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore davantage de coopération entre la Turquie et la Russie, et qui sera malheureusement au détriment de l'Occident. Excusez-moi un peu ce parti pris, mais c'est aussi important comme point à souligner. Et je vais arrêter là. Et là, je suis prêt à répondre avec Torniki à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Bayram, et merci Tornike, parce que franchement, en vous écoutant, c'est la première fois où on écoute, de mon point de vue, bien entendu, une analyse détachée et assez fournie d'informations de la situation dans cette région, parce que maintenant, il y a plus de sentiments que d'analyse rationnelle sur ces questions-là. Vous venez de nous présenter deux exposés assez rationnels, assez bien informés sur ce qui se passe dans cette région. Avant de prendre les questions, je reviens vers Tornike pour lui demander, parce qu'on dit souvent que l'Arménie n'a toujours pas reconnu la République autoproclamée au Karabakh. Comment tu expliques ça, Tornike? C'est vrai que c'est que tout le monde s'attendait. Enfin, il y a même le Sénat français qui a appelé à ce que le Karabakh soit reconnu. Donc, ça paraît un petit peu surprenant alors que l'Arménie elle-même n'a pas reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh. Je pense que c'était pour plusieurs raisons. Premièrement, l'Arménie ne voulait pas apparaître comme un État qui va à l'encontre du droit international. L'Arménie n'est pas la Russie. La Russie fait ce qu'elle veut avec le droit international. On a vu, elle annexe la Crimée, donc le territoire d'un autre pays. Elle reconnaît l'indépendance de l'Abkhazie, de l'Ossétie, même si elle n'est pas suivie par l'immense majorité de la communauté internationale. Et la Russie se permet ce genre de liberté avec le droit international, alors que l'Arménie ne peut pas faire ça parce que c'est un petit pays et elle ne peut pas violer aussi ouvertement le droit international parce qu'elle sait que les petits pays en général sont attendent toujours du droit international à ce qu'il soit défendu. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est aussi, je pense, même si c'était quelque chose qui n'était pas avoué directement, c'est que
à un moment donné, je pense que les Arméniens espéraient que dans le futur, il y aurait eu une fusion entre le Karabakh et l'Arménie, que c'est une espèce de retour au bercail du Karabakh, et s'ils avaient reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh, ça aurait été plus difficile. Donc je pense que c'est principalement pour ces deux raisons que l'Arménie n'avait pas répondu, n'avait pas reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh. Je vais juste rajouter à 2-3 mots à ce que disait Bayram sur l'Iran et Israël. L'une des raisons aussi de cette passivité, en plus des raisons énumérées par Bayram, donc la présence de la minorité azérie, etc. Il y a deux autres raisons, je pense. Premièrement, l'Iran est finalement assez content que tout ça, c'est ce nouveau règlement, ce nouveau statu quo dans la région se passe sans les Occidentaux, et que le rôle des Occidentaux soit encore plus diminué, qu'ils soient poussés dehors de la région. Donc du coup, l'Iran ne peut être que content. Et deuxièmement, je pense que l'Iran aussi... l'Iran a des bonnes relations politiques, économiques avec la Russie et avec l'Azerbaïdjan. Il peut y avoir une espèce d'un nouvel axe dans le futur qui peut se constituer nord-sud. Aujourd'hui, cet axe existe entre la Russie et l'Iran avec l'Arménie. Mais l'Arménie n'a pas de frontière directe avec la Russie. Il faut passer par la Géorgie. C'est un peu compliqué parce que la Géorgie n'est pas dans le même camp géopolitique. Donc, l'Azerbaïdjan, c'est aussi une nouvelle possibilité. Et un dernier mot pour Israël, c'est que aussi, Bayram a tout à fait raison de dire que la plupart des pays de l'ex-URSS sont assez pro-israéliens, ils sont même assez admiratifs d'Israël de façon générale, comment le pays a construit un État, une armée aussi puissante, alors entourée d'ennemis, etc. Donc il y a une vraie fascination qui est aussi partagée d'une certaine façon par les élites. Hein. Je parle des élites d'Azerbaïdjan. Il y a une coopération quand même assez forte entre les services des renseignements de l'Azerbaïdjan et d'Israël. À un moment donné, il y a eu même une neutralisation, il y a eu une tentative d'attentat contre les représentants d'ambassade d'Israël à Bakou, et que ça a été déjoué ensemble par les services des États. Et aussi, l'Arménie n'a pas le lobby en Israël, parce qu'il n'y a pas eu de communauté juive originaire d'Arménie qui serait partie et exilée en Israël. En Israël, il y a une très grande communauté russophone qui est soit originaire de la Russie ou de l'Ukraine ou de la Biélorussie. Il y a une forte communauté originaire de Géorgie, une forte communauté d'Azerbaïdjan, de l'Asie centrale, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de communauté originaire d'Arménie qui seraient installés en Israël, donc les Juifs originaires d'Arménie qui seraient installés en Israël et qui auraient servi en quelque sorte de lobby pour les intérêts de ce pays en Israël. Voilà, c'était juste quelques mots que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Torniquet. Et moi, j'ajouterais peut-être, et vous me corrigerez, c'est que les anciennes républiques de l'Union soviétique ont cette relation conflictuelle avec la cause juste du peuple palestinien, parce qu'ils ont été tellement harcelés ou impressionnés par leurs pouvoirs dictatoriaux avant la chute de l'Union soviétique, qu'ils ont fait cette fausse liaison entre la cause juste du peuple palestinien et le régime dictatorial qui s'imposait, soviétique, qui s'imposait sur leur liberté. Alors, pour cela, on a une impression d'une réaction négative à l'égard de toutes les causes des peuples opprimés que l'Union soviétique prétendait soutenir par idéologie. Pourtant, c'était aussi géopolitique, parfaitement géopolitique. Là, je vois qu'on a beaucoup de questions et je m'excuse auprès de nos internautes parce que c'est la première fois où je suis sur Zoom avec mon téléphone portable pour des raisons techniques. Alors, je dois trouver où se trouvent les questions. Voilà, je vais essayer de trouver. Alors, pendant toute l'histoire, les Arméniens étaient instrumentalisés par les Russes contre les Turcs et maintenant par la France contre les Turcs, n'est-ce pas? C'est la première question qui me paraît
Je ne sais pas qui veut. Je laisse Bayram répondre peut-être. Bayram. Et je rajoute éventuellement. En fait, moi, j'ai repéré une question à laquelle j'ai envie d'apporter une réponse plus facilement sur la question des mercenaires. Il y a beaucoup de choses là-dessus, en fait. Oui, mais si on peut rapidement Dans répondre l'ordre. à... Oui, s'il te plaît. Alors, très bien. La première, donc, les Arméniens instrumentalisés par la Russie. Oui. Est-ce qu'on répond directement ou on regroupe par trois? Non, tu peux répondre. Mais en fait, pour répondre à votre question, la première, Madame Ramazanova, vous avez raison, mais en même temps, c'est une pratique courante dans toutes les puissances de la région. Ils le font tous, c'est-à-dire que pendant longtemps, pendant les périodes impériales, l'Empire ottoman, les Russes, les Safavides, l'Empire iranien, c'est qu'en fait, il y avait toujours eu une espèce d'utilisation, de protection des minorités, soi-disant pour les protéger, mais en réalité pour essayer d'affirmer son influence, sa puissance par rapport aux pays voisins. Donc, ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est un constat qu'on pourrait généraliser à d'autres, en fait. De même que l'Empire ottoman ou la Turquie, après, ils ont eu aussi tendance à utiliser les minorités, le soutenir, ou en tout cas faire preuve de sympathie. Ça a été le cas, par exemple, un peu pour les Tatars, voire pour les musulmans de Russie, qui d'ailleurs, au XIXe siècle, la plupart, avec la conquête du Caucase, se sont retrouvés comme muhajirs dans l'Empire ottoman, ce qui explique aussi la présence en Syrie, en Jordanie, dans les Balkans de Circassiens. Donc c'est un jeu assez répandu en fait. Donc ce n'est pas spécifique à la Russie et à l'Arménie. D'accord, merci. Juste une remarque technique, c'est-à-dire les questions, nous, on les voit, mais notre public ne les voit pas. Alors, permettez-moi de les lire et de vous les poser une suite à l'autre. Là, je crois que c'est une question pour Torniquet. Pourquoi vous parlez de perte de territoire par l'Arménie alors qu'il s'agit de territoire d'Azerbaïdjan qui est reconnu par la communauté internationale? En outre, sur quelle base la Russie devait soutenir l'Arménie en intervenant sur les territoires d'Azerbaïdjan? Je pense que je n'ai jamais dit que c'était des territoires d'Arménie. Vous pouvez rembobiner. Je dis que l'Arménie a perdu le contrôle des territoires qu'elle avait de facto obtenus dans les années 90. Je n'ai jamais dit que c'était des territoires qui appartenaient, selon le droit international, à l'Arménie. Donc, c'est une critique qui n'est pas justifiée, je pense. Donc, je répète, si vous voulez, réentendre. Donc, les territoires qui ont été perdus de facto, c'était des territoires que dans les années 90, l'Arménie avait obtenus de facto sous son contrôle suite à la guerre, donc dans les années 90, et ce n'étaient pas des territoires qui appartenaient, selon le droit international, à l'Arménie. Donc là-dessus, les choses sont tout à fait claires. Donc je n'ai jamais dit que l'Arménie a perdu ses propres territoires. L'intégrité territoriale de l'Arménie, de la République d'Arménie, est garantie. Il n'y a pas eu de combat sur le territoire de l'Arménie en tant que république reconnue dans ses frontières internationales. Donc les combats se sont déroulés soit sur le territoire du Haut-Karabakh, de la région du Haut-Karabakh, soit sur les territoires azerbaïdjanais que l'Arménie avait occupés dans les années 90. Donc, alors, est-ce que la Russie avait une obligation juridique de participer dans ce conflit du côté de l'Arménie? Non. Et d'ailleurs, c'est ce que la Russie et les experts qui veulent expliquer la facilité russe disent. D'après les accords militaires entre la Russie et l'Arménie, donc la Russie est la garante principale de la sécurité d'Arménie, parce que l'Arménie fait partie donc, de ce traité de sécurité collective qui existe entre la Russie, l'Arménie et quatre autres pays, donc la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Et donc, il y a une clause qui fait qu'en cas d'attaque de l'Arménie, les autres membres, et quand on parle des autres membres, on pense surtout à la Russie parce qu'on voit mal la Biélorussie ou le Tadjikistan défendre l'Arménie. D'ailleurs, même en 2016, lorsque les combats ont repris entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'était des combats qui ont duré pendant quelques jours.
la déception de l'Arménie était très grande parce que les pays tels que la Biélorussie et le Kazakhstan c'était apparu comme étant plus solidaires vis-à-vis de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie, alors qu'ils sont membres de la même alliance militaire et aussi de la même alliance, donc cette union eurasiatique qui avait été créée par la Russie. Donc non, la Russie n'avait pas le droit, ne devait pas, n'avait pas d'obligation, pardon, de soutenir l'Arménie tant que les combats se déroulaient en dehors du territoire de la République d'Arménie. Mais encore une fois, la Russie n'attend pas, on ne peut pas dire de la Russie que c'est un pays exemplaire en matière du droit international. La Russie a annexé quand même le territoire de la Crimée, je vous rappelle. La Russie intervient militairement sur le territoire encore aujourd'hui sur le territoire de l'Est de l'Ukraine, et la Russie a occupé militairement et a déclaré l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie. La Russie pouvait très bien, si elle avait voulu intervenir du côté de l'Arménie, et aussi, ou alors intervenir de façon hybride, sans apparaître comme ils l'ont fait en Ukraine. Donc oui, selon le droit international, il n'y avait aucune obligation, mais connaissant les pratiques de la Russie, on aurait pu imaginer que si la Russie avait vraiment voulu, il serait intervenu pour participer dans ce conflit du côté arménien, et ils ne l'ont pas fait pour les raisons qu'on vient d'évoquer depuis le début. D'accord, merci beaucoup. Je reviens aux questions. C'est à toi, Bayram, maintenant. Est-ce que la Russie prépare la Turquie à être son allié comme étant précurseur de la dérive antidémocratique? La Russie essaie d'exporter l'autoritarisme au pays comme l'a déjà fait à l'époque de l'URSS. Alors, c'est une bonne question, mais il ne faut pas non plus tout expliquer, tout ça par le comportement de la Russie. Ce n'est pas la Russie qui est responsable du développement d'un certain autoritarisme en Turquie. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Turquie, qui il y a quelques années a encore des institutions beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus libérales, beaucoup plus démocratiques. Malheureusement, il y a un déclin de la démocratie en Turquie depuis quelques années. Et de ce fait, c'est la détérioration des relations entre la Turquie et ses alliés traditionnels pour plein de questions, de sécurité nationale, du fait que les Turcs ne sont pas suffisamment soutenus par l'Occident, que ce soit en Syrie, que ce soit aussi dans l'affaire chypriote, que ce soit dans la question du Méditerranée. Donc, si vous voulez, il y a les relations compliquées entre la Turquie et l'Occident qui font qu'elle se rapproche davantage de la Russie. Et effectivement, à ce niveau-là, il y a une espèce de convergence, d'entente plus facile entre la Turquie et la Russie sur plein de questions, et aussi sur le sentiment en fait que les conflits de la région, et ça c'est quelque chose qui a toujours été important en Turquie depuis une dizaine d'années, que les conflits de la région soient réglés entre les pays de la région et non pas par les puissances extérieures, l'Occident, les États-Unis ou l'Europe. Et de ce fait, donc il y a un même langage qui se développe entre la Turquie et la Russie et qui va se poursuivre, que ce soit au niveau économique, militaire, sauf si, par miracle, l'Occident se ressaisit, l'Europe se ressaisit et qu'elle arrive à retrouver, à attirer à nouveau la Turquie dans son orbite. Mais tel que c'est parti, pour l'instant, ça me paraît un peu difficile. D'ailleurs, on aura peut-être quelques indices là-dessus. Je crois que c'est dans 10 jours qu'il y aura un Conseil européen. Et c'est quand même assez grave dans le sens où il est même question qu'il y ait des sanctions contre la Turquie. Bon, ce n'est pas certain que ça va être adopté, mais le fait que les questions se posent, ça montre aussi à quel point il y a quand même une espèce de rupture, de divorce entre la Turquie et l'Occident qui a commencé en 2013 et qui se poursuit encore à l'heure actuelle. Merci beaucoup. On va essayer d'être rapide parce qu'il y a beaucoup de questions fort intéressantes, mais bon, le temps nous court derrière. Tourniquet, l'Azerbaïdjan sera-t-elle obligée de donner un statut particulier au Haut-Karabakh? Écoute, l'armistice, l'accord qui a été signé dans la nuit de 9 à 10 novembre ne prévoit rien au sujet du statut du Haut-Karabakh, ne prévoit même pas des négociations au sujet du Haut-Karabakh, ce qui est quand même une très mauvaise nouvelle pour les habitants, donc pour les Arméniens du Haut-Karabakh et aussi pour l'Arménie. D'ailleurs, c'était, si vous avez vu ce discours un peu de victoire d'Ilham Aliyev, il a interpellé son collègue arménien, le Premier ministre Pachinian, en lui disant
regardez, il n'y a pas de statut. Dans l'accord, on ne parle pas de statut. Donc, les Azerbaïdjanais, maintenant, considèrent que la question du statut ne se pose pas. Alors, je ne sais pas comment la situation va évoluer, mais la position de l'Azerbaïdjan, qui était jusqu'à maintenant, tout au long des années 90, 2000, 2010, c'était l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et un statut autonome pour le Karabakh. Maintenant, fort de leur victoire militaire, l'Azerbaïdjan dit que voilà, rien ne les oblige de parler du statut. Mais je pense que si on veut le règlement du conflit un jour, un règlement définitif et durable, il faudrait réfléchir à quelque chose pour donner des garanties à ces gens-là. Si l'Azerbaïdjan veut vraiment retrouver le contrôle de tout ce territoire, y compris du territoire qu'il ne contrôle pas aujourd'hui, il faudrait leur proposer quelque chose. Mais aujourd'hui, l'Azerbaïdjan pense qu'ils sont en situation de force, donc ils seront beaucoup plus durs dans ces négociations si elles commencent un jour que dans les années 90 et 2000. D'ailleurs, c'était l'erreur peut-être de la direction politique arménienne, c'était de ne pas avoir profité pendant ces 25, voire presque 30 ans de période où ils auraient pu obtenir beaucoup plus dans les négociations avec l'Azerbaïdjan parce que militairement, ils tenaient encore ce territoire. Donc, ils n'ont pas vu la situation changer, ils n'ont pas vu aussi la Russie changer, ils n'ont pas vu le renforcement de la Turquie dans la région. Et donc, voilà, maintenant, leur position est beaucoup plus faible dans ces négociations. Bayram, on revient vers la question que tu as repérée tout à l'heure. Comment expliquer la présence, participation des mercenaires syriens? Pourquoi ils sont là? Alors, bonne question. D'abord, merci beaucoup à la collègue qui pose cette question et qu'elle parle de mercenaires et non pas de djihadistes, comme ça a souvent été le cas, présenté comme tel. En fait, effectivement, il y a un phénomène de mercenaires qui se développe là, mais c'est aussi, ça fait partie des tendances de ces dernières années, le phénomène de mercenariat, si on peut dire, pas seulement dans ce conflit, mais dans d'autres aussi. Par exemple, il me semble que déjà en Afghanistan, ça a été pratiqué. En Irak, ça a été pratiqué aussi, quand il y a eu l'invasion américaine en Irak. Par ailleurs, la Russie l'utilise beaucoup. Elle l'utilise beaucoup, il me semble, en Ukraine, bien évidemment en Syrie et en Libye. Et là, il y a un usage de ces mercenaires et qu'il faut voir beaucoup plus comme je dirais, des combattants, des gens désœuvrés, pauvres, qui ont besoin de gagner un peu d'argent. Mais il faut les présenter, a priori, les spécialistes vous diront qu'ils sont beaucoup plus dans des travaux de logistique plutôt que de combat directement. Et d'ailleurs, je pense que le nombre a été très largement exagéré. On a parlé de milliers ou je ne sais quoi. Je pense qu'il y a beaucoup moins. Se pose la question, bien évidemment, il est tout à fait légitime de savoir ce qui reste des gens qui sont restés là-bas. A priori, il y en a beaucoup qui sont morts. Et il y a des fortes chances que ceux qui sont là-bas, ils vont être probablement réintégrés, peut-être même être utilisés dans d'autres théâtres d'opération dans le monde, probablement en Libye ou encore ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Alors, Tourniquet, quid du positionnement de la Géorgie, directement concernée car territoire de transit indispensable pour l'exportation des hydrocarbures azerbaïdjanais via la Turquie? Quelle est la perception géorgienne de la politique étrangère turque de plus en plus interventionniste observée ces derniers mois? Bon, je pourrais parler beaucoup On va essayer d'être... Je sais. Donc, je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Pour la Géorgie, c'était très difficile. Ce conflit était absolument pas souhaitable parce que, d'abord, pour des raisons internes. La Géorgie a deux minorités ethno-linguistiques importantes. Une qui est arménienne, enfin qui parle arménien et qui vit de façon compacte dans une région au sud de la Géorgie, et l'autre qui est une espèce une communauté qui est le prolongement de l'Azerbaïdjan. En fait, ils parlent la même langue que de l'autre côté de la frontière. Donc, il y a à peu près 5-6% dans les deux cas, donc les deux grosses communautés, minorités, quand je parle de 5 ou 6% de la population totale de la Géorgie, qui sont les Arméniens et les Azéris. Donc, le conflit entre les deux pays
aurait pu déborder sur le territoire de la Géorgie et c'était absolument pas souhaitable par la Géorgie. Et donc la Géorgie a essayé d'être le plus neutre possible dans ce conflit. Les Géorgiens ont même déclaré, lorsque les combats se sont intensifiés, qu'ils interdisaient le passage sur son territoire de toute cargaison militaire pour les belligérants, que ce soit pour l'Arménie venant de la Russie ou pour l'Azerbaïdjan venant de la Turquie. Et donc cette neutralité était je pense, tout à fait normale de la part de la Géorgie. Après, la Géorgie est un pays de transit non seulement pour l'Azerbaïdjan et la Turquie, mais aussi pour la Russie et l'Arménie. Donc, c'est un pays doublement de transit. Et donc, s'il y a les gazoducs et les oléoducs entre l'Azerbaïdjan et la Turquie qui traversent la Géorgie, il y a aussi le gazoduc qui vient de la Russie vers l'Arménie. L'Arménie achète le gaz russe, dépend du gaz russe, ça transite aussi du territoire de la Géorgie. Donc, c'est une position très délicate. Est-ce que les Géorgiens sont inquiets du renforcement de la Turquie? Disons que la Géorgie est en conflit avec la Russie, il n'y a plus de relations diplomatiques et les 20% du territoire sont occupés par la Russie. Et donc, deuxième voisin important régional, acteur régional important, la Turquie, la Géorgie a toujours eu de très bonnes relations avec la Turquie. Et souvent parce que la Géorgie considérait la Turquie à travers le prisme de un pays membre de l'OTAN, donc quelque part représentant les intérêts occidentaux dans la région. Depuis que la Turquie joue de plus en plus son propre jeu dans la région, il n'apparaît plus comme étant une espèce de représentant du bloc occidental dans la région, les Géorgiens sont un petit peu inquiets. Les relations bilatérales sont très bonnes encore avec la Turquie, mais ils sont inquiets de façon générale de la diminution du rôle des Occidentaux dans la région. Et puisque maintenant la Russie et la Turquie, de concert, agissent ensemble pour que le rôle des Occidentaux, que ce soit des Européens, des Américains, diminue, ça ne peut qu'inquiéter les Géorgiens. Donc voilà, c'est pour résumer très rapidement. Merci beaucoup. Là, il y a une question sur l'attitude de la France. Je crois aussi, c'est à toi, Torniquet, ou si tu veux, Bayram, aussi d'ajouter après. Il serait incompréhensible. Alors, il serait incompréhensible qu'au moment où, en France, nous sommes engagés pour combattre le séparatisme, le communautarisme, l'extrémisme, que le gouvernement français le soutienne chez les autres. Toute la communauté internationale reconnaît l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et refuse de reconnaître l'indépendance de la République autoproclamée et sur une base ethnique du Haut-Karabakh, car cela va à l'encontre du droit international. C'est un commentaire. Oui, bon, je pense qu'il ne faut pas non plus confondre complètement le vote du Sénat et la position officielle du gouvernement français qui est un peu moins catégorique sur cette question. Je pense que même le gouvernement a déclaré qu'il n'allait absolument pas suivre cette résolution du Sénat parce que voilà, si la résolution était suivie, ça apporterait beaucoup plus de problèmes qu'il en résolverait. Donc, c'est vrai, la France a cette image d'être biaisée dans ce conflit. Ça a dû être certainement motivé par le fait qu'il y a un conflit, enfin une opposition très forte désormais entre la France et la Turquie. D'ailleurs, la lecture de la France de ce conflit était un petit peu curieuse pour moi aussi parce qu'on parlait quasiment jamais de l'Azerbaïdjan. On parlait beaucoup de la Turquie et on avait l'impression, si on lisait une certaine presse française et parfois les déclarations de certains hommes politiques français, c'est qu'il s'agissait d'un conflit turco-arménien. C'est une espèce de ce conflit séculaire entre les Turcs et les Arméniens et l'Azerbaïdjan n'apparaissait pas du tout. Donc, je pense qu'il y a un manquement dans la lecture de ce conflit et les attitudes de certains hommes politiques français sont explicables avec cette grille de lecture qui est assez particulière à la France, on va dire. Mais au niveau officiel, je pense que la France n'a aucun intérêt, ne suivra pas cette résolution du Sénat. Merci beaucoup. Une question, alors, aussi à toi, Torniquet.
Si j'ai bien compris, l'Arménie n'a pas vu la situation stratégique se déséquilibrer, mais si elle l'avait vu, qu'aurait-elle pu faire? Entrer totalement dans le giron russe? C'est une très bonne question. C'est difficile de savoir ce que l'Arménie aurait pu faire. Euh, Entrer totalement dans le giron russe, et l'Arménie, malheureusement, est déjà dans le giron russe depuis longtemps, depuis le fait que la Russie a établi une base militaire à Gyumri, depuis que la Russie contrôle conjointement avec l'Arménie ses frontières extérieures avec la Turquie et l'Iran, voilà, depuis le fait que les Russes ont économiquement contrôlent beaucoup d'entreprises stratégiques en Arménie. Voilà, la Russie est déjà là. L'Arménie a tenté plusieurs reprises d'avoir une politique plus indépendante, et à chaque fois, elle a été ramenée. On se souvient en 2013, lorsque l'Arménie était prête à signer l'accord d'association avec l'Union européenne, comment le président de l'époque, Serge Sarkissian, avait été convoqué à Moscou, et comment on lui a dit, alors que l'accord devait être signé dans quelques jours ou quelques semaines, on a obligé de renoncer à la signature de cet accord. Donc, je pense que l'Arménie aurait pu, s'il n'y avait pas eu aussi des contradictions internes, d'être plus active dans ces négociations, d'être un petit peu plus flexible dans les négociations, notamment des principes de Madrid. Ça, c'est difficile de dire ça a posteriori, mais à l'époque, dans les années 2000, c'était encore possible d'obtenir une meilleure garantie pour les Arméniens du Karabakh et une résolution très lente et progressive du conflit, c'est-à-dire le retour de ces territoires azerbaïdjanais à l'Azerbaïdjan contre un statut clair et défini du Karabakh. Aujourd'hui, on n'a pas de statut clair et défini pour le Karabakh. Et l'Arménie a été obligée de rendre les territoires. Voilà, donc c'est ça tout le drame. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je m'excuse à notre cher public. On ne va pas tout prendre, malheureusement, parce qu'on est limité dans le temps. Là, il y a une question qui toujours autour de l'attitude de la France. Je ne sais pas si tu veux, Bayram, aussi prendre. Pourquoi, d'après vous, la France n'encourage pas la reprise des négociations avec une perspective de pacification des parties, mais préfère passer par des actes comme la reconnaissance du Karabakh? En fait, moi, il y avait une autre question par rapport à la Turquie et l'Azerbaïdjan. Je crois qu'on n'a pas… Non, je vais revenir, mais là, en fait, cela, c'est par rapport à la politique de la France. Moi, j'avoue que je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas un spécialiste de la politique française dans ces pays-là, et je trouve qu'il y a eu beaucoup de paradoxes et de contradictions dans la politique française, c'est-à-dire groupe de Minsk, et en même temps, il y a une certaine partialité depuis le début. Et là, ces dernières semaines, on a vu comme la manière dont ça a été traité dans les médias, effectivement, et je pense que ça explique aussi, ça vient probablement du fait qu'il y a toujours une tradition, par tradition, une espèce de sympathie en France pour la cause arménienne, pour les minorités, et qu'il y a aussi probablement aussi une question de lobby, il faut le dire aussi, c'est-à-dire une très forte présence, activisme des franco-arméniens, et qui font que les médias, le positionnement de la France était très largement pro-arménien, même si au regard du droit international, il y avait quand même beaucoup plus de vrais, je dirais, de vrais arguments solides pour l'Azerbaïdjan que pour l'Arménie. D'accord. Alors, on revient à la question qui concerne la Turquie, que tu as opérée aussi. La Turquie se retrouve en fait en back-office du maintien de la paix dans la partie du Haut-Karabakh, non rétrocédée à l'Azerbaïdjan. Lors des négociations, l'Azerbaïdjan a-t-il vraiment essayé d'impliquer davantage l'armée turque, ou bien toujours jaloux de son indépendance et trouve-t-il finalement son compte face à un Erdogan risquant de revenir trop gourmand? Je pense que c'est une très bonne question sur la nature des liens, enfin le calcul de la Turquie dans ce conflit. C'est qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, l'Azerbaïdjan, c'est quand même quelqu'un, je pense que c'est un pays qui a su bâtir une politique étrangère assez équilibrée, assez dynamique, assez multivectorielle. Et il ne faut surtout pas voir l'Azerbaïdjan comme une espèce de suppôt, de marionnette ou de
d'instruments au service aux mains de la Turquie. C'est absolument pas comme ça que ça se passe, pas du tout. Au contraire, j'ai même envie de dire en fait qu'à bien des égards, c'est l'Azerbaïdjan qui arrive à orienter la Turquie, et c'est un peu ce qui s'est passé dans ce conflit du Karabakh. Il y a une coopération militaire, l'Azerbaïdjan a demandé une coopération militaire, un soutien militaire, la formation des cadres, la livraison de drones, mais ce n'est pas pour autant que l'Azerbaïdjan est prêt à se vendre complètement, à devenir une espèce de protectorat de la Turquie. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, les Turcs l'ont compris depuis le début. Et pour la Turquie, il me semble que le plus important, ce n'est pas d'avoir une présence militaire directement dans le Karabakh, mais c'est de faire en sorte de montrer à l'Azerbaïdjan qu'ils l'ont soutenu, qu'ils sont solidaires, et je crois qu'il y a des calculs beaucoup plus géoéconomiques qui sont importants pour la Turquie. Et les Turcs savent très bien que dès qu'il s'agira de souveraineté et d'indépendance, l'Azerbaïdjan dira non, ne laissera pas la Turquie complètement dominer la région. D'ailleurs, on l'a vu en 2009, vous vous souvenez, pour les gens qui ont travaillé sur la question, il y avait les protocoles pour la normalisation entre la Turquie et l'Arménie pour l'ouverture de la frontière. À l'époque où la Turquie avait une véritable soft power, elle était prête et motivée pour ouvrir les frontières, normaliser avec l'Arménie. Et en fait, c'est Bakou qui a dit non. Ils ont mis leur veto énergétique, leurs moyens de pression. Il y a une opinion publique pro-azerbaïdjanaise. Et puis, il y a aussi des investissements considérables de l'Azerbaïdjan en Turquie, dans l'économie turque, qui font que l'Azerbaïdjan, depuis hier, aujourd'hui, et je pense que ce sera comme ça à l'avenir aussi, a des moyens de pression considérables sur la Turquie. Donc, ce n'est pas du tout un pays qui est complètement dominé par la Turquie. Voilà. Merci. Merci. Il y a un point commun entre plusieurs questions sur le groupe de Minsk. Est-ce que la France a complètement démissionné de ce rôle ou elle rêve toujours de jouer, de reprendre le dossier et de jouer un rôle important? Torniquet? Oui, je pense que le groupe de Minsk, dans sa totalité, c'est pas que la France. Disons que historiquement, si on revient un petit peu en arrière, à la fin des années 90 et dans les années 2000, le groupe de Minsk était plus actif. Ils avaient proposé plusieurs espèces de roadmap pour aller pour la résolution du conflit. Les Occidentaux étaient beaucoup plus actifs aussi, notamment les Américains. Les Américains avaient proposé des négociations de très haut niveau déjà à l'époque où c'était le président de l'Azerbaïdjan, c'était Heydar Aliyev, le père de l'actuel président, et le président de l'Arménie était Levon Petrosyan. C'était ensuite, il y a eu les négociations à Key West. Ils étaient assez actifs. Il y avait un plan proposé par un chercheur américain qui s'appelle Paul Goebel, et c'était le plan Goebel. Ensuite, l'OSCE avait proposé les principes de Madrid dans les années 2000. Donc, les Occidentaux étaient beaucoup plus impliqués. Mais depuis quelques années, et ça va ensemble avec le désengagement général des Américains d'abord et ensuite des Européens de différentes régions du monde. Les Américains, surtout depuis la présidence Obama, c'est pas Trump qui a innové là-dedans, mais avec Trump, c'est devenu beaucoup plus explicite et un petit peu peut-être beaucoup plus dur et visible. Mais déjà à l'époque d'Obama, ce désengagement était déjà sensible. Et la France seule, évidemment, n'a pas suffisamment de moyens pour agir dans la région. Mais la France avait été aussi active, je me rappelle, dans les années 2013-2014, sous la présidence Hollande, il y avait aussi des tentatives. Moi, je me souviens, à l'époque, le CAP, le CAPS m'avait demandé d'écrire un papier sur le futur, qu'est-ce qui pouvait s'améliorer dans la région du Haut-Karabakh, par quoi on pouvait commencer le dialogue. Et il y avait eu même une rencontre au sommet organisée par la France à ce moment-là. Mais depuis 5-6 ans, on voit que aussi bien les Français que les Américains sont beaucoup plus passifs dans ce groupe de Minsk. C'était la Russie qui avait déjà le rôle prépondérant dans ce groupe de Minsk. Donc voilà, c'est un désengagement. Maintenant, avec les changements à Washington, il faut voir si les Américains veulent continuer à jouer un rôle quelque part et pas renoncer complètement à leur influence dans le monde.
on verra s'ils se réveillent et s'ils se réactivent dans la région. Et si les Américains deviennent plus actifs, je pense que les Européens suivront parce que ça sera aussi en parallèle avec l'amélioration des relations transatlantiques qui sont dans un état lamentable aujourd'hui. Merci beaucoup. Là, il y a un commentaire auquel j'aimerais participer à la réponse, mais je vous expose à tous les deux. Le Haut-Karabakh est un territoire historique arménien depuis 2000 ans. Une enclave arménienne offerte à l'Azerbaïdjan en 1921 par Staline, tout comme le Nakhichevan. 90% peuple arménien, un oblast qui a pris son indépendance en toute légalité, ce que l'Azerbaïdjan n'a pas et jamais digéré. Pourquoi ne le dites-vous pas? Alors, avant de vous laisser la parole, mes chers deux amis, j'aimerais dire que dans tout l'exposé qu'on vient d'entendre, on est tout à fait rationnel. On essaye de parler du conflit qui se déroule actuellement, qui était là il y a quelques jours encore. Revenir 2000 ans en histoire, je suis tout à fait d'accord que ça changerait la carte du monde. Mais on ne prend pas de position et pour cela, j'invite mes deux intervenants à donner leur avis sur ce commentaire fort légitime. Ouais. Tony, est-ce que tu réponds à la question? Parce qu'après tout, c'est 1921, Staline qui est géorgien, donc quelque part, c'est à toi de répondre à la question. C'est vrai que j'ai oublié ça. Non, mais ça, c'est le débat interminable il y a 2000 ans, oui, en même temps, c'est-à-dire que, parce que si la même question se pose pour toute l'Union soviétique, c'est-à-dire que pas seulement dans le Caucase, le droit international a décidé en fait qu'on devait se limiter aux frontières de l'Union soviétique, qui devaient devenir les frontières reconnues par le droit international en 1991, quand l'Union soviétique est tombée. Là-dessus, la communauté internationale s'est mise d'accord. À partir de là, on peut revenir en 1921, il y a 2 siècles ou 2000 ans. Il se trouve que le droit international est parti à partir de 1991 et avant, malheureusement, ce n'est pas pris en considération par le droit international. Tony? Oui, donc moi je rappelle quand même que cette conférence est sur le conflit actuel, mais je suis d'accord sur le fait que quand on parle du conflit actuel, on doit aussi introduire les sentiments, les croyances des gens. Et c'est vrai que pour les Arméniens, je ne veux pas revenir sur l'histoire parce que ça serait impossible de dire sur le plan historique, à un moment donné, ça a été, oui, la présence arménienne au Karabakh était très ancienne et continue, aussi bien en Nakhichevan, mais aussi les Azerbaïdjanais ont leurs arguments historiques. Au moment de l'arrivée de la Russie, c'était les musulmans qui étaient majoritaires, notamment au Nakhichevan. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que vous pouvez trouver des centaines de bouquins écrits par les historiens de différents camps, des historiens qui essayent d'être neutres aussi, qui donnent des arguments de camps. Je comprends parfaitement que l'un des ingrédients du conflit aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est la considération symbolique, croyance dans les deux camps de l'appartenance historique de cette région à l'un ou l'autre pays. Je comprends que c'est une composante essentielle. Et d'ailleurs, au moment de la discussion, c'était l'année dernière, au mois de février, à la conférence de sécurité de Munich, qui est une conférence très prisée où les chefs d'État ou les ministres des Affaires étrangères des pays sont invités, il y avait une table ronde où on a vu le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais assis autour de la même table ronde, et les deux ont commencé à parler de l'histoire. Et ça a été, tout le monde était extrêmement étonné dans l'audience que les deux leaders, alors qu'on parlait quand même de la situation contemporaine, commencent à évoquer les arguments historiques allant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Donc, c'est quelque chose qui est très caractéristique pour la région, mais aujourd'hui, ce n'était pas l'objet de cette discussion.
j'invite Salah à me faire un jour une conférence sur le Moyen-Âge ou sur la, je ne sais pas, sur la période plus moderne, 18e, 19e siècle, et tu inviteras des vrais historiens qui ont une connaissance très fine de la région, ils parleront de ça. Mais aujourd'hui, c'était pas l'objectif. Et encore une fois, il n'y a pas de gêne de notre part, en tout cas de ma part, pour dire qu'à un moment donné, dans cette région, les Arméniens étaient majoritaires. Oui, les Arméniens étaient majoritaires en 1921, très majoritaires hein, dans le Haut-Karabakh, lorsque la région avait été donnée à l'Azerbaïdjan. Mais les Azerbaïdjanais vous diront que dans la ville de Yerevan, au moment de l'arrivée des Russes, c'était les musulmans qui étaient majoritaires. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant sur le plan historiographique et de recherche, mais lorsque dans les conflits d'aujourd'hui, on introduit ces données-là, ça empêche et non pas, ça ne favorise pas la résolution du conflit, mais ça rend encore plus difficile, plus radical les positions des deux côtés. Très bien. Avant de conclure, j'aimerais vous poser tous les deux une question qui concerne le droit international et les crimes crimes de guerre, les génocides. Est-ce que cela se présente dans ce conflit? Est-ce qu'il y a un risque quelconque, comme tu l'as évoqué, Torniquet, au début, qu'il y a un remplacement de la population ou il y a un risque de génocide? Est-ce qu'on a assisté, est-ce que la communauté internationale ou bien les institutions juridiques internationales vont s'intéresser au déroulement de ces derniers mois? Est-ce qu'il y a eu des crimes de guerre, crimes contre l'humanité? Très rapidement, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de fait de massacre massif de la population civile d'un côté ou de l'autre. Il y a eu des morts civiles, aussi bien côté arménien que côté azerbaïdjanais, mais il s'agit des dizaines de personnes et non pas des centaines ou des milliers. Il y a eu dans ce conflit, le ratio de morts militaires par rapport aux morts civiles est largement supérieur. On parle d'à peu près 5000 morts militaires dans les deux camps cumulés. Et si on devait compter les morts civiles, c'est à peu près, je ne sais pas, c'est peut-être 150, 200 personnes. Donc, c'est quelque chose qui est… mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu violation du droit de la guerre, notamment l'emploi des armes qui sont interdits par les conventions. Il y a eu des bombardements des villes ou des quartiers où les gens habitaient, donc sans objectif militaire. Ça sera, je pense, un jour, ça deviendra le sujet de l'investigation. Mais il n'y a pas eu des événements massifs, donc des cas massifs soit de nettoyage ethnique, soit de massacre des civils. Le fait que les Arméniens, maintenant ce qu'on voit souvent dans les télévisions, les Arméniens quittent les territoires azerbaïdjanais qu'ils avaient investis dans les années 90, y compris pour y habiter. Ça, c'est quelque chose qui est… il faudrait voir… c'est quelque chose qui est sur le plan du droit international. Je ne sais pas quelle est la position à adopter. Dans la partie qui est encore peuplée par les Arméniens du Haut-Karabakh, il n'y a aucune obligation à ce que ces gens-là partent. Au contraire, le fait que les Russes y ont installé leurs troupes est censé garantir leur présence sur ce territoire. Et donc, il faut espérer que il n'y aura pas d'exode massif des Arméniens dans cette partie, donc de 3/4 du territoire du Haut-Karabakh qui reste encore peuplé par les Arméniens. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu des gros moments de nettoyage ethnique ou de massacre des civils. En tout cas, pas à ma connaissance. Je ne sais pas si Bayram est au courant. Merci beaucoup. Bayram, tu Non, as… en fait, j'allais dire à peu près la même chose. Je crois qu'en nombre de civils, entre guillemets, j'ai dit entre guillemets, il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois qu'il y a à peu près une centaine dans la partie azerbaïdjanaise, une cinquantaine dans la partie arménienne. C'est une guerre qui a été beaucoup plus entre militaires, de militaire à militaire. On a effectivement parlé de l'usage de certains armements interdits par des conventions internationales, des armes, des bombes sales, et d'ailleurs des deux côtés. C'est-à-dire que les médias ont révélé des cas d'utilisation
possible dans la partie arménienne qu'azerbaïdjanaise. Personnellement, je suis assez optimiste sur le maintien des Arméniens dans les villes, dans la partie du Karabakh, parce que jusque-là, en tout cas, Stepanakert, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup il n'y a pas eu d'exode. Il y en a eu à Choucha, mais a priori, je pense que le gouvernement azerbaïdjanais leur donne des garanties pour qu'ils restent. Évidemment, certains vont partir, c'est sûr à certains. Mais effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure pendant l'exposé, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas une prise totale du Karabakh. Et c'est plutôt une bonne chose parce que, autrement, effectivement, comme l'a dit Tourniquet, et je pense que c'est important de le souligner, il y aurait eu probablement des drames ethniques considérables, mais il n'y en a pas eu. Et c'est aussi pour ça qu'on peut espérer être optimiste pour les années à venir pour la présence arménienne de ces populations civiles au Karabakh. Merci beaucoup. Je pense que ce sujet mériterait aussi, comme disait tout à l'heure Toniquet, un retour historique avec des spécialistes historiens. Notre rôle ici, c'était de voir le conflit actuel et de voir les perspectives de sa résolution. Je remercie mes deux chers amis et intervenants, Toniquet et Bayram, et je leur dis à très bientôt, j'espère, en présentiel. J'annonce à notre cher public, tout en m'excusant pour le peu de temps qu'on a ce soir pour répondre à toutes vos questions fort intéressantes. Je vous annonce notre sujet de la semaine prochaine, le 8 décembre. On va recevoir la sociologue Agnès Defeo qui va nous parler sur le niqab, subjectivité et réislamisation autodidacte, dans quelle mesure le discours public engendre-t-il la radicalité? Voilà, encore un sujet fort intéressant et je vous invite à être avec nous le 8 décembre. Et je m'excuse encore une fois auprès de mes invités et du public pour les problèmes techniques que j'ai eus à cause de ma connexion pas parfaite, tout en remerciant aussi mes collègues qui m'ont beaucoup aidé techniquement à gérer aussi les questions. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Bayram, merci Tourniquet, merci tout le monde. Merci. Merci. Au revoir.